Bonjour à tout le monde. Nous sommes très très heureux de vous présenter ce travail de MOOC qui est devenu un parcours documentaire et qui s'appelle Il y a un truc qui va pas et que nous avons engagé depuis quelques années maintenant, finalement, depuis presque 2 ans, et qui aujourd'hui va être lancé en ligne à partir de ce soir sur notre chaîne YouTube, et nous souhaitions vous présenter la démarche qui nous a guidés avec, déjà l'équipe pédagogique qui est constituée de Marie Koenig, Alpha Psy, et de Hélène Daftian. Donc Hélène, tu es une experte référente dans le domaine des fratries face à la schizophrénie. Tu as créé le dispositif Les Funambules et aujourd'hui, tu es à l'UNAFAM en charge du projet Jeunes, Proches et Parentalité. Les groupes de frères et sœurs ont été réunis grâce à Hélène et Marie Koenig et ont co-construit ce projet. Il y en a 11 d'entre eux qui ont accepté d'apporter leur témoignage filmé. Claire, tu en fais partie. Merci beaucoup d'être là. Tu fais partie de ces 11 frères et sœurs qui ont accepté de co-construire et d'apporter ton témoignage. Tu as 2 frères aînés. Il y en a un qui vit au Japon et l'autre est atteint de troubles schizophréniques. Il est de 9 ans, ton aîné, et il vit actuellement avec tes parents. C'est ça. Tu vas nous expliquer un petit peu comment tu as vécu ce parcours documentaire. Et puis, une fois qu'on a construit la pédagogie, qu'on a fait des films, il a fallu monter ce parcours, et ça aboutit grâce à un patient conseil éditorial, Pierre Chausson. Voilà, donc Pierre, tu es scénariste et réalisateur. On te connaît pour avoir écrit le film Qu'est-ce qu'on va faire de Jacques? C'est vrai. Voilà, enfin tu as fait plein d'autres choses, mais disons que pour notre sujet, nous on t'a connu par ce film qui a été vu plus d'1 million de fois sur Arte et qui est inspiré de ta propre histoire avec ta sœur qui est atteinte de schizophrénie. C'est ça, c'est ça. Voilà. Je suis un frère, moi aussi. Et donc voilà, tu es aussi concernée par ton propre parcours. Hélène, en fait, pour démarrer, j'aurais voulu te demander quelle est la démarche qui a guidé avec Marie Koenig ce parcours documentaire. La démarche, c'est de faire avec, hein. Donc c'est vraiment quelque chose, une approche très participative. Et on voulait pas juste des témoignages, on voulait une réflexion collective, c'est-à-dire vraiment rassembler des frères et sœurs concernés pour réfléchir ensemble, voir ce qui était important à transmettre à d'autres plus jeunes. Et puis, ce qui était important aussi, c'est finalement, qu'est-ce que c'est qu'une fratrie? Qu'est-ce que c'est qu'être frère? Être frère, ça nécessite un autre, en fait. Et donc, on voulait pas, dans cette réflexion, exclure les frères et sœurs qui avaient eux-mêmes des troubles. Et donc dans le groupe d'échange, ils n'ont pas souhaité apporter leur témoignage vidéo, mais ils ont été extrêmement présents dans la réflexion, et là je remercie Thomas et Karim notamment, pour leur présence très très investie dans la réflexion, collective. En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tout le monde a participé. Est-ce que le fait d'avoir regroupé ces jeunes et d'avoir discuté avec eux, ça peut chambouler votre plan de départ, ou est-ce que vous étiez complètement euh, ouvert dès le départ, hein? Ah, ça a chamboulé tout le temps, mais c'est ça qui était intéressant. C'est ça la co-construction, et c'est ça qui fait que les choses sont vivantes et pas préconçues. On a voulu vraiment partir sans avoir préconçu quelque chose. Bon, bien sûr, on avait quelques idées, mais je pense que il y a une liberté de ton dans ce parcours. Il y a de la lucidité. Il y a aussi beaucoup d'engagement.
de ceux qui prennent la parole et c'est ça qui était intéressant, je pense. Voilà. Je confirme, même nous, ça nous a aussi chamboulé parce qu'on avait même le titre. Il y a un truc qui va pas, on pensait pas que ça serait ce titre-là. Claire, toi qui as participé du coup, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé? Oui, oui, c'est sûr que ça a été assez intense. Au début, quand moi j'y suis allée, je savais pas trop, j'étais interrogative, je me demandais un petit peu ce qui allait se passer, qui j'allais rencontrer, enfin, je savais pas trop. Et c'est vrai que d'abord, j'ai tout de suite été euh, chamboulée de la diversité qu'il y avait, c'est-à-dire qu'on était tous d'abord des fratries très diverses, c'est normal, mais en plus, il y avait en effet des gens qui étaient atteints de ces troubles avec nous. Et donc, on a pu avoir une discussion ouverte et c'était pour nous d'une richesse dingue. Et c'est vrai qu'en fait, on s'est rencontrés tous, on a vite été très à l'aise. Et j'ai envie de dire on a créé une petite communauté, en fait, parce que la première fois passée, on se demandait, mais d'abord, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que ça va devenir? Mais on a surtout eu, enfin, en tout cas pour ma part, envie de se retrouver. Et à chaque fois qu'on se retrouvait, on était content d'avoir des nouvelles des uns des autres, mais aussi de voir ce qui changeait et où on en était tous. Donc, je trouve que c'était d'une diversité dingue et d'une grande richesse, vraiment. Et en fait, j'espère même que ça s'arrête pas là. J'espère aussi. On va vous passer l'introduction de ce parcours. Bon, certains l'ont déjà vu, elle est déjà en ligne sur YouTube. Euh, et ça va un peu donner le ton de tout le parcours documentaire qui va suivre. Un jour, il s'est exprimé, il a explosé. Et c'est là, je me suis dit, oh, il y a un truc qui se passe. C'est pas normal. Du coup, c'était vraiment difficile parce qu'on ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Moi, j'ai vécu la chose comme un enfant de 16 ans, dans une grande confusion. Je ne reconnaissais pas mon frère. J'avais l'impression que il m'avait pris ma mère, parce que ma mère ne prenait plus de temps pour moi, puisqu'en fait, elle avait un fils malade, il fallait s'occuper de lui. Il s'était passé tout un truc avant. Il est parti, par exemple, faire ses études de biologie marine en Angleterre. Après, il a fait une fugue. Et tout ça, en fait, ça a été caché par les parents. Voilà. Du coup, moi, j'ai su que ça allait pas après. Alors, l'association Promesse, c'est nous tous, nous toutes, des parents, des familles qui ont vu l'un de leurs enfants, l'un de leurs jeunes, basculer peu à peu dans la maladie psychique et parfois le diagnostic de schizophrénie. Dans cette tempête, on a été évidemment malmenés et très absorbés par l'enfant qui souffrait. Peu à peu, on s'est rendu compte qu'on était moins présent pour les autres, bien sûr, pour toi son frère, pour toi sa sœur, qui peu à peu s'est éloigné ou est devenu plus silencieux, plus distant. On t'a vu te replier, on t'a vu aussi être en colère. Et ça, on l'a vu, mais peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a absolument pas vu. C'est à quel point tu étais, toi aussi, intimement concerné par ce qui était en train de se produire dans cette fratrie. J'avais 12 ans, donc quand ces premiers manifestations un petit peu chargées, un petit peu compliquées sont apparues. Et du coup, j'aurais aimé qu'on m'en parle plus, que je sois plus associé avec peut-être des rendez-vous médicaux, que je sois plus une explication de diagnostic par un médecin, que j'ai accès à plus d'informations à l'époque, que je puisse en parler plus librement pour que ce soit moins un tabou.
Je vous donne juste ça comme petit angle de départ. La maladie vient bouleverser les voies qu'on peut avoir chacun de nous. Donc les rôles se sont inversés, la même chose. Mais c'était non seulement difficile pour moi, j'en souffrais de nouveaux complexes. Maintenant, il va falloir être un coéquipier. Le simple fait de pouvoir témoigner de ça. Des témoignages, ça pourrait être un sujet derrière. Je suis un déni. Voilà pour cette introduction. Donc, vous voyez, il y a 7 épisodes qui vont durer environ 10 minutes chacun, qui seront mis chaque lundi sur la chaîne YouTube. Il y a un truc qui ne va pas. Et on a voulu que ce soit tout à fait ouvert, donc tout le monde y a accès de façon anonyme et de façon tout à fait libre. Hélène, donc il y a 7 épisodes qui ont un ordre apparemment. Comment Oui. avez-vous construit ça? En fait, dans ces 2 jours de travail avec le groupe, la question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on me dise quand j'avais 14 ans? Donc vraiment une réflexion rétrospective, puisque je pense, Claire, que tu seras d'accord avec moi, mais la participation de ceux qui étaient là, c'était vraiment l'envie de transmettre à des plus jeunes, pour que le parcours soit plus facile. Et donc, d'avoir cette réflexion de, à 14 ans, qu'est-ce que j'aurais voulu comprendre, qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on me dise, ça a permis en fait de lister un peu des questions. Ça, c'est les 2 premiers modules, je dirais, du MOOC, où eh bien, on a demandé à un psychiatre, un psychiatre très bon vulgarisateur qui explique, voilà, Nicolas Rintaud, de répondre à ces questions vraiment de frères et sœurs, c'est-à-dire vraiment de mettre en... ça, c'est, on va dire que le début du MOOC, c'est vraiment qu'on objectiver ce qui se passe. Voilà, il y a une situation qui est compliquée à vivre, qu'est-ce que c'est, comment on peut la définir, qu'est-ce qu'on partage dans ces situations. Et puis ensuite, dans la suite du MOOC, on va être plus sur des questions, comment je vis ça, qu'est-ce que j'éprouve, comment je vis et qu'est-ce que je peux faire. Donc, on va être plus sur des questions. Alors, bon, je vais utiliser un petit peu mon jargon psy, mais disons qu'on va objectiver et après subjectiver. Qu'est-ce que moi, dans cette situation-là, je vis. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a structuré, mais ça s'est vraiment fait par les échanges, par ce que les frères et sœurs présents dans le groupe nous ont envoyé et stimulé. Il y a une progression quand même. Après, ça se termine à la fin vers la réhabilitation et puis les outils pour... Voilà, le dernier module, ça ouvre en fait, puisque évidemment, sur 7 modules de 10 minutes, on ne prétend pas répondre à toutes les questions. On prétend surtout à rendre possible ces questionnements, à savoir qu'ils sont partagés par d'autres, et à ouvrir sur des formes d'aide que vous allez trouver dans le dernier module. Mais voilà, en tout cas, je crois que le message principal, c'est ne pas rester seul. D'accord. Claire, toi qui as accepté de témoigner, quand on se demande, on se trouve que c'est super courageux parce que souvent, ce sont des sujets un peu lourds qu'on a envie de cacher. C'est très stigmatisant.
Et donc, j'ai envie de te dire, est-ce que tu t'es posé cette question? Je vais plus être anonyme, je vais être sur les réseaux sociaux. Voilà. Est-ce que ça t'a posé un problème? Et est-ce que ton frère est au courant et tes parents? Comment ça s'est passé? Non, c'est une excellente question et je crois que j'ai pas vraiment la réponse, je suis désolée. C'est Mais trop tard, tu es non, lancé. t'as raison, voilà. Non, c'est en effet, pour moi, c'était important de rompre l'isolement, de permettre parce que moi, je me suis sentie à des moments dans cet isolement. En plus, c'était un peu plus tôt dans le temps, il n'y avait pas les accès à Internet et tout ça. Donc, je trouve ça très important de pouvoir transmettre, pouvoir tendre une main vers les autres. Ça, c'était ma priorité absolue parce que j'en ai souffert et qu'aujourd'hui encore, je cherche des réponses. Ça, c'était la première chose. Après, c'est vrai que la parole est assez libre avec mes parents, donc je leur en ai parlé. Mais j'étais déjà bien engagée. Mais ils savaient déjà qu'il se tramait quelque chose, donc je leur en ai parlé et je leur ai dit, il n'y avait pas de sujet là-dessus. Je crois d'ailleurs qu'ils sont là. Et par rapport à mon frère, je leur en ai parlé aussi. Je leur ai dit, voilà, qu'est-ce que je fais, est-ce que je lui dis? Alors après, ça fait partie aussi de la maladie de mon frère, parce que mon frère est tout à fait dans le déni. Donc lui parler de ça, ça veut dire que c'est évidemment moi qui ai un problème. Donc je connais déjà plus ou moins la réponse, qui serait, tant mieux si tu trouves ton bonheur, quoi. Mais ça ne me concerne pas. Donc après, je sais pas. En fait, je pense que je réagirai s'il m'en parle et s'il tombe dessus. Ou peut-être qu'après ça, j'aurai la force d'aller lui en parler aussi. Je ne sais pas encore par rapport à mon frère. Mais Mais là, tu as choisi. en tout cas, pour moi, c'était important. Donc je l'ai fait. Très bien, bravo. Tu as choisi de franchir le pas pour les autres aussi, pour rompre l'isolement, c'est ça. C'est ça. Et, Je voulais et, juste te dire, je voulais juste rebondir sur ce que disait Hélène. Il y a quelque chose qui a été très très fort dans ce qu'on a vécu là, c'est qu'il y avait une grande écoute de la part d'Hélène et Marie. Et on était vraiment dans dans le respect de nos remarques. Et pourtant, on était 11 personnes, c'était pas évident, ça allait un petit peu dans tous les sens. Mais à toutes les étapes, il y a eu vraiment une grande écoute. Même dans les visionnages à la fin de nos retours, j'ai trouvé un grand respect de notre parole. Et ça, c'est très très fort. Donc, merci. merci beaucoup, Claire. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer un des épisodes. Donc, il y a 7 épisodes et l'épisode 1 va être mis en ligne donc ce soir après notre conférence. Et sur ces 7 épisodes, en fait, Claire, on t'a demandé et tu nous as proposé, et on trouvait que c'était aussi une bonne idée, de montrer l'épisode 4 qui est sur la relation fraternelle, qui s'intitule Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi tu as proposé cet épisode-là? Moi, je suis désolée, du coup, je romps un petit peu le parcours qui était de commencer par le premier et je comprends tout à fait le cheminement. Mais c'est vrai que je trouvais que pour une présentation, le 4, en fait, quand on s'est tous retrouvés pour visionner les 7 épisodes, en effet, on est rentré dans le chemin, etc. Et au visionnage de l'épisode 4, il y a eu comme un blanc dans la salle, il y a eu une forte émotion de la part de l'ensemble des frères, enfin, des frères et sœurs qui étaient là. Il y a eu beaucoup d'émotions parce que c'est énormément de témoignages, je pense. Et je me disais que c'était une accroche assez idéale pour commencer et présenter ce MOOC. C'est central, quelque part, puisque c'est au milieu de tous les autres. Donc, Solena, ce que je vous propose, c'est que là, on va regarder cet épisode qui dure 10 minutes, donc un peu plus long que le précédent, et qui parle de la relation fraternelle. On a vu que les émotions dans la famille étaient souvent très intenses lorsque les troubles apparaissaient. Il faut du temps pour que chacun, de la place où il est, réalise, accepte et apprivoise ce qui se passe. On va chercher à comprendre comment se construit la relation fraternelle. Comment l'émergence des troubles psychiques peut mettre à l'épreuve cette relation. Comment les résonances fraternelles peuvent devenir une richesse et une ressource pour l'avenir. Bien sûr, chaque situation est singulière et varie selon la place de chacun dans la fratrie, la proximité entre les frères et sœurs, l'histoire et les valeurs familiales. Je pense qu'on vit tous ce sentiment d'injustice quand on est frère, concerné ou pas d'ailleurs, frère et sœur. Nous, l'injustice de pourquoi c'est lui et pas nous, et puis lui, pourquoi c'est moi et pas eux. C'est très difficile de vivre avec ça. Je vais rebondir sur cette phrase de Paul. Pourquoi lui et pas moi?
La plupart des frères et sœurs, qu'ils soient directement ou indirectement concernés par la maladie, se posent cette question. Pourquoi lui et pas moi? Je crois que c'est une question typiquement fraternelle. Il faut d'abord que l'on comprenne comment se tisse la relation fraternelle. Pourquoi c'est une relation particulière, différente par exemple d'une relation de filiation enfant-parent, différente d'une relation élective, une relation amicale, une relation amoureuse où l'on choisit le partenaire de la relation. Entre frères et sœurs, on ne se choisit pas. Il faut partir du début de l'histoire. L'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur impose aux enfants qui le précèdent l'obligation de partager, de lui faire une place. Ceci ne va pas forcément de soi, il y a tout un remaniement psychique pour composer avec ce petit frère ou cette petite sœur qui est imposé. Le petit, de son côté, doit réussir à faire sa place dans un territoire déjà occupé. Alors on voit se mettre en place, dès la toute petite enfance, des jeux relationnels typiquement fraternels. Il y a deux mouvements entre les frères et sœurs. D'un côté, on va s'identifier à son frère, à sa sœur, l'imiter, faire comme lui, vouloir les mêmes choses, se comparer. Et en même temps, on va se différencier, se démarquer, se distinguer pour être quelqu'un d'autre. C'est le jeu des ressemblances et des différences qui se joue en fait dans toutes les fratries du monde et qui se croise avec le jeu des préférences chacun va chercher avec le préféré des parents. Et finalement, pourquoi lui et pas moi? C'est une question que tous les frères du monde se posent et posent. Petite, c'était mon grand frère, hein, je l'ai admiré. Et après, mon grand frère, il a fait plein de choses. Il a eu 1000 vies en très peu de temps. Et finalement, c'était Mike Horn pour moi. Il partait sur un bateau faire le tour du monde. Il est parti faire toute la cordillère des Andes. Il a traversé toutes les Alpes, les Pyrénées. Il prenait un vélo. Il faisait 4000 km. C'était Mike Horn, quoi. J'étais très admirative de lui. Il réussissait toutes les études qu'il faisait. Et finalement, en fait, il y avait quand même déjà quelque chose, quoi. Et puis, à un moment donné, les excès ont fait que il s'est perdu. Dans ces jeux relationnels, chacun soutient la construction de l'autre. Et c'est pourquoi c'est des jeux très riches. Ce qui fait que le frère ou la sœur est à la fois un même et un autre, un complice et un rival, un confident et un jaloux, quelqu'un avec qui on est à la fois très solidaire, mais aussi en compétition. Et donc, toute cette construction relationnelle va créer du commun entre les frères et sœurs, ce qu'on pourrait appeler une zone de frôlement qui fait que même si on n'est pas identique, on ne peut jamais être totalement différent. Un frère et une sœur, c'est aussi une part de son identité. On s'est co-construit ensemble. Je pense que dans notre vécu de frères, il y a tout un travail compliqué qui est lié à la fois se mettre en situation de soutien quand les moments sont trop difficiles avec le reste de la famille. En même temps, construire son propre chemin quand beaucoup de l'attention et de l'énergie et des efforts sont concentrés sur arriver à retrouver une situation d'équilibre avec une personne qui souffre de troubles. Et donc, on a beaucoup tâtonné avant de trouver un équilibre. Et je sais qu'à titre personnel, je parle de mon vécu, au moment de la déclaration de la maladie et tout ce qui s'est passé, j'ai vécu un épisode dépressif et puis je suis parti en Australie. J'ai dû absolument partir de mon école. Je ne supportais plus et donc je suis parti 1 an en Australie, puis ensuite 1 an et demi au Mexique. Quand les troubles psychiques apparaissent, émergent, bien souvent les jeux relationnels de l'enfance vont se réactiver et parfois de façon très intense. Il va falloir re-questionner le rapport des ressemblances et des différences que la maladie bouscule. La zone de frôlement dont on a parlé est en tension. En quoi est-on semblable? En quoi est-on différent? Pourquoi lui et pas moi? C'est un questionnement réciproque et mutuel qui peut être source de tensions importantes. En tant que frères et sœurs indirectement concernés, on peut dans ces moments-là éprouver beaucoup de confusion et toute la gamme des émotions. C'est parfois si intense que l'on ne peut plus s'approcher,
être ensemble et qu'il y a des besoins de prise de distance. Donc moi, mon frère, il a été diagnostiqué, il devait avoir 16 ans, je devais avoir 18, quand je l'ai appris, je devais avoir 18, 19, 20 ans. Mes parents me l'ont pas dit tout de suite, en plus. Et bon, ça a été plutôt un soulagement, parce qu'avec mon frère, les relations, quand on était petit, étaient vraiment très, très conflictuelles. Elle l'était avec mes parents aussi, et du coup, entre mes parents, c'était compliqué, et moi et mes parents aussi, c'était compliqué. C'est que ça jouait sur les relations entre tout le monde. C'était pas juste lui et moi, ou lui et les parents, c'était les parents entre eux et moi et les parents. Donc je lui avais très très mal. On comprend pourquoi il est comme ça, on se dit mais non, en fait, c'est pas quelqu'un de mauvais. Parce que c'est difficile de dire que son frère est quelqu'un de mauvais, vraiment de méchant. Et puis c'est pas juste avec la famille, c'est avec tout le monde. C'est dans un environnement, tous les gens qui l'approchent, ça se passe pas bien. Et voir quelqu'un de sa famille comme ça, c'est dur, surtout qu'on se sent impuissant, parce que comme nous, on essaye de le faire raisonner comme nous on raisonne. Mais après, quand on apprend qu'ils sont malades, on comprend qu'en fait, ils peuvent pas raisonner comme nous. Et du coup, on comprend qu'on pouvait faire tous les efforts du monde pour les remettre sur ce qu'on dirait le droit chemin. Pour eux, ça marche pas, parce qu'ils fonctionnent pas comme ça. Et donc, savoir qu'il est malade, au moins, ça permet de comprendre pourquoi il est comme ça. Pour celui qui fait face aux troubles et traverse cet épisode de perte de contact avec la réalité, il peut éprouver un sentiment terrible de solitude. Et dans cette solitude, il peut avoir besoin de faire appel au fraternel. Puisque nous sommes des frères, puisque nous nous connaissons, puisque nous partageons les mêmes origines, confirme-moi dans ma réalité. Au nom de notre fraternité, dis-moi que j'ai raison. Malgré la différence que les troubles produisent en moi, malgré toute cette étrangeté, rassure-moi sur notre relation. La proximité que je peux avoir avec mon frère, je me rends compte que ça m'a aussi beaucoup apporté. C'est-à-dire, parce qu'il y a toute une richesse, toute une sensibilité qu'il y a chez lui. Et moi, ça m'a forcément transformé, j'ai grandi avec ça. Et ça a dû m'apporter une sensibilité ou une capacité d'écoute. Et que voilà, je ne serais pas là, comme ça, là où je suis, si je n'avais pas échangé, si je n'avais pas eu toute cette relation de frère, cette relation de frère qu'on a depuis un petit moment. Il y a donc un moment où cette zone de frôlement est très active et peut-être vous vous trouvez dans ce moment-là. Il est important aussi d'insister sur toute la richesse que produit ce jeu, la richesse de la relation fraternelle. Le jeu d'identification et de différenciation que les frères et sœurs ont expérimenté depuis l'enfance et qu'ils connaissent très bien, qu'ils maîtrisent très bien, va aussi leur donner une capacité particulière que l'on appelle l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place d'une autre personne pour comprendre les sentiments qu'elle éprouve. C'est parce que l'on a grandi ensemble, que l'on s'est construit ensemble, que l'on peut aussi particulièrement se comprendre. Quand les choses se sont un peu apaisées, on peut se replacer comme frère ou sœur, renouer avec la fraternité. Il ne faut bien sûr rien s'imposer, il faut laisser le temps à chacun d'apprivoiser toutes ces transformations, de retrouver progressivement de la liberté dans cette relation. Il y a toute une gamme possible pour définir ce qu'est un frère ou une sœur, et progressivement, il faudra retrouver sa propre définition. La plus basique, c'est qu'un frère ou une sœur est celui ou celle dont le nom figure à côté du mien dans le livret de famille. Mais la plus riche, peut-être, ce serait qu'un frère ou une sœur est celui ou celle que je reconnais comme mon semblable et qui me reconnaît comme son semblable, quel que soit ce que je vis et quel que soit ce qu'il ou elle vit. Bon, ça a été un peu... La musique de la fin a été un peu coupée, et du coup, on était encore pris dans l'émotion, dans la qualité de cet épisode, comme la qualité d'ailleurs de tout ce parcours documentaire.
On s'est retrouvés avec énormément de témoignages, tous de très grande intensité. Et donc, Pierre, c'est toi qui nous as aussi aidé enfin, avec l'aide aussi de Marie et d'Hélène, qui avaient quand même un plan, tu nous as aidé à mettre ça en forme, en musique, de telle sorte qu'on puisse regarder, comme grâce à ton expertise du cinéma, comment tu as pu y arriver déjà? Comment tu as pu sortir quelque chose d'aussi vivant à la fin? Bah, écoutez, d'abord, c'est beaucoup de. D'abord, je voudrais dire que moi, mon rôle a été quand même très modeste, voilà, de conseiller. Le gros du travail, quand même, de montage de cette série a été fait aussi, quand même, par Marielle Babinet, qui est une monteuse professionnelle avec qui moi j'ai l'habitude de travailler, et aussi également par Solena, qui est présente autour de cette table virtuelle, voilà, qui était en charge de tout ce qui a été graphique, quoi. Après, voilà, nous, le gros, pour être bref, c'est vrai que ce qui nous a, en fait, quand on avait une matière énorme, passionnante, comme tu l'as dit, avec des très beaux témoignages, des interventions très pertinentes des psychologues et du psychiatre et des autres témoins experts, enfin, on va dire, comme les juristes ou des personnes comme ça qui, voilà. Après, dans cette matière, au début, on nous a demandé de faire un MOOC. Un MOOC, c'est quelque chose d'un peu plus, bon, qui a destination universitaire, qui se termine en général par par des questions et une valorisation des acquis, voilà. En fait, on s'est rendu compte très très vite que ça ne se prêtait pas vraiment à ce type de format. Donc, on a imaginé un espèce de format un peu atypique, je vais dire, où il y a, pour garder la valeur forte des témoignages, malgré tout, et de la manière dont ces témoignages construisent, comme l'a expliqué Hélène, le questionnement et le parcours lui-même, donc il était important, et garder aussi la dimension, je vais dire entre guillemets, pédagogique voilà, qui serait celle d'un MOOC, par exemple. Donc on est un peu d'entre les deux, et là ça a été un travail qui s'est fait petit à petit, mais enfin, la décision de renoncer au MOOC d'une certaine manière pour aller vers le parcours documentaire a été progressif, mais finalement assez rapide. Et après, il s'est agi d'essayer de trouver l'équilibre, le rythme. Ça, c'est le travail habituel de montage, mais on avait une belle matière, beaucoup, voilà. Et puis de trouver enfin, il a fallu couper aussi parce que évidemment, voilà. Donc c'était aussi choisir. Mais tout ça, on l'a fait toujours, et ça c'est depuis le début, et ça il faut le dire, et c'est quand même là, je redis, je répète ce que dit Hélène, ou voilà, ce qui est vraiment très très passionnant dans ce parcours et dans cette expérience, c'est la co-construction, quoi. C'est-à-dire, c'est effectivement que, et au fur et à mesure que le parcours avance, on voit toujours cette pensée en action, enfin, ou ces échanges en réflexion qui font que voilà, que ça a une valeur à la fois documentaire, parce qu'on a les témoignages, mais ça répond évidemment, ça ne donne pas toutes les réponses à une question qui est colossale et qui est, voilà, où les réponses sont diverses, variées, multiples. Mais je pense que, voilà, en tout cas, moi, j'étais ravi de participer et j'espère que j'ai répondu à ta question dans l'ensemble. Oui, tout à fait, Pierre. Et par rapport au film que tu as fait, Qu'est-ce qu'on va faire de Jacques, qui parle du sujet de la fraternité aussi, enfin des fratries. Du coup, moi, je me suis... Quelle est la grosse différence? Quelle est La différence, c'est ça. D'un côté, on a une fiction, donc on évoque une histoire parmi d'autres, même si elle peut faire écho à celle de l'autre. Là, on est dans voilà, donc elle a été, ceci posé, le scénario du film avait été nourri également, d'une certaine manière, de beaucoup de rencontres avec des frères et sœurs, dont certains, je pense, sont dans le public d'ailleurs aujourd'hui. Voilà, parce que moi, j'appartiens moi-même à un groupe de parole de frères et de sœurs, de malades psychiques, et donc j'avais échangé beaucoup quand j'ai écrit ce film avec eux. Et voilà. Donc après, les approches sont toujours complémentaires. La fiction, ça permet
de se retrouver et de rêver. Là, il y a des questions précises, concrètes, et ils ont en face d'eux, les spectateurs, qui regarderont ce MOOC, ils ont en face d'eux des frères et sœurs qui ne sont pas de fiction, quoi. Et ça, c'est important aussi. Ouais, qui sont bien réels. Peut-être Nathalie, donc on vous a proposé lors de votre inscription si vous aviez quelques questions. Donc je ne sais pas si Nathalie, tu peux nous en dire 2 mots. Tu n'as pas ton micro ouvert, Nathalie. Désolée, j'ai un chien qui aboie régulièrement. Donc en fait, oui, on a eu un certain nombre de questions que nous avons reclassées. Ces questions, dans un premier temps, parce que les personnes qui se sont inscrites à ce parcours documentaire sont à la fois des frères et sœurs. Il y a aussi des parents qui se sont inscrits et aussi des soignants, en fait. Donc, on les a un petit peu reclassés en fonction de leur appartenance. Donc, dans un premier temps, là, on peut peut-être regarder, si vous le voulez bien, les questions que les frères et les sœurs ont pu nous poser, même si nous ne sommes pas là pour répondre à l'ensemble des questions qu'on peut se poser sur ce sujet parce que c'est tellement vaste que je crois que ce n'est pas l'objet de ce parcours documentaire. On a eu je vais quand même vous développer les questions qui ont été posées. Donc, on a eu des questions d'abord sur la génétique et le risque pour des frères et sœurs de développer les mêmes problèmes, que leurs enfants plutôt puissent développer le même style de problème que le malade qui les accompagne. Ça, est-ce que je peux dire, Valentine, ou est-ce que tu préfères le dire, qu'on va aborder ce sujet-là dans l'épisode numéro 2? Épisode 1 et 2, on peut trouver une partie des réponses. Oui, tout à fait. Nicolas Rintaud répond à cette interrogation dans les 2 premiers épisodes qui sont donc plus techniques, comme l'a dit Hélène au départ, hein, oui. Sur l'origine du trouble psy. Sur Tout les à fait. origines et ce qu'il arrive. Et épisode 2, plus précisément. Ouais. Après, on a donc cette réponse-là, on ne va pas le traiter aujourd'hui. Après, on a eu des questions aussi sur la souffrance des frères et des sœurs, sur la façon de garder un lien, sur le mal-être qu'on peut ressentir, sur la distance à garder avec son frère et sa sœur, sur la façon de l'aider. Alors ça, je pense qu'il faut que je passe la parole à Hélène, effectivement, sur ce sujet. Oui, je pense que, en tout cas, l'idée c'est d'autoriser cette expression de oui, c'est dur, oui, on peut souffrir dans cette situation-là. Et c'est pour ça que, enfin, si je reprends l'idée du passage d'un MOOC à un parcours documentaire, on peut pas, enfin, la question des émotions, de ce qu'on éprouve, ça fait partie d'une connaissance intime, hein, et on ne peut pas être juste dans une réflexion théorique ou raisonner sur ce qu'on traverse là. Et donc, certains frères et sœurs témoignent dans le documentaire de cet éprouvé de souffrance. Voilà, ça fait partie aussi d'accepter de reconnaître ça. Voilà. Et dans le parcours documentaire, il y a quelques clés, notamment dans le parcours sur les émotions, sur comment apaiser un peu ces émotions. Et ça, c'est Marie Koenig qui développe plutôt cet aspect-là. Effectivement, ça rejoint un certain nombre, dans la façon dont les personnes ont posé ou ont exprimé leurs questions, on sent que certains d'entre eux se demandent si c'est légitime ou pas d'avoir de la souffrance, si c'est légitime ou pas d'avoir envie de s'éloigner. Et c'est effectivement l'épisode 4 qu'on vient de voir, y répond effectivement. Alors, il y a une autre question qui apparaît, toujours posée par les frères et les sœurs, c'est comment est-ce que je dois réagir s'il y a de la violence? Et ça, c'est quelque chose d'un peu compliqué. J'ai compris que Claire voulait bien nous en dire un mot.
Oui, je pense que face à cette question-là, on ne peut pas laisser sans réponse. On sent qu'il y a une urgence, donc on ne peut pas laisser sans réponse. La seule chose que je pourrais donner comme conseil, et c'est concret, c'est juste de se protéger. C'est l'indiscutable, se protéger dans tous les cas. D'abord soi. Voilà, c'est tout simple, c'est concret, c'est aller chercher, ça peut être les pompiers, ça peut être la police, ça peut être des personnes, le voisin, ça peut être quoi que ce soit, mais c'est se protéger. Et si se protéger, bah, c'est peut-être aussi des fois, dans la vie quotidienne, ça peut être une clé à sa chambre et fermer sa chambre à clé, ça peut être plein de choses comme ça, mais c'est toujours de se protéger, parce que de toute manière, si on ne se protège pas soi, on ne sera jamais un aidant. La preuve, hein, dans les avions, on dit toujours le masque pour soi et après le masque pour la personne à côté. Et on sent que c'est une préoccupation qui est revenue dans les questions et que vivent les frères et sœurs, hein, réellement, parce qu'ils partagent, enfin, après, chaque situation est différente, mais ils partagent la même maison par des chambres contiguës, donc c'est quelque chose qu'ont vécu certains frères et Ouais, sœurs, c'est vrai. même pour certains, dans les témoignages, les chambres même partagées parfois. Et ça, c'est encore plus compliqué. Ouais. Oui, je pense que le MOOC, enfin le parcours, il s'inscrit dans le contexte de la psychiatrie d'aujourd'hui. La psychiatrie d'aujourd'hui, ça n'est pas une psychiatrie asilaire. La psychiatrie d'aujourd'hui, c'est à domicile. Et le domicile de celui qui est malade est parfois le domicile de ses frères et sœurs. Voilà. Donc, c'est très important de prendre en considération ce contexte de vie-là, cette situation de vie. D'accord. Si on reste sur les jeunes enfants tout en revenant vers les questions que nous posent les parents, on a aussi des parents qui nous demandent, qui nous disent, mais est-ce qu'on peut en parler à nos autres enfants? Et surtout, à partir de quel âge? Et est-ce qu'on peut exprimer quelque chose à des enfants qui ont 8, 10 ans? Que peut-on leur dire? Mais bien sûr, il faut parler aux enfants. Les enfants, si on ouvre la discussion, on verra que ils sont conscients de beaucoup de choses, préoccupés de beaucoup de choses, souvent préoccupés beaucoup de la santé et de l'épuisement de leurs parents. Peut-être c'est parfois ça qui prime, parfois pour les plus petits. Hein. Et on ne peut pas faire comme s'ils n'étaient pas là alors qu'ils sont là. Donc ça, je dirais que dans la psychiatrie d'aujourd'hui, c'est impossible de continuer à faire comme si ceci n'avait pas changé radicalement. Et je pense que oui, il faut ouvrir la parole et il faut parler aux enfants. De toute façon, en tant que frère et sœur, on le sait qu'il y a un truc qui ne va pas. Même quand on a 7 ans. Y a-t-il des précautions particulières ou justement à utiliser? Parce que c'est vrai qu'on ne s'adresse pas tout à fait de la même façon à un enfant de 8-10 ans qu'un jeune adulte, qu'à quelqu'un de 15-16 ans, comme le témoignage de la personne tout à l'heure. Oui, bien sûr qu'on ne parle pas de la même façon à un enfant qu'à un adolescent, mais je pense que écouter ces questionnements et tenter de les accompagner, c'est déjà très important. Donc, j'ai cette image d'une petite fille de 7 ans dont le grand frère était revenu après une hospitalisation dans la chambre juste à côté de la sienne. Aucune explication à cette petite fille, hein, comme si elle n'était pas là. Et c'est elle-même qui m'a appelée. En fait, sa question, c'est comment je fais pour sortir de ma chambre et descendre parce que je dois passer devant la porte de mon frère qui est toujours ouverte et dedans, il fait tout noir. Voilà, c'était ça. Donc, il faut accompagner des questionnements très expérientiels de ces enfants. Ils veulent pas un cours de psychiatrie, ils veulent savoir comment passer devant la porte. C'est ça qu'il faut accompagner. Excusez-moi, c'est un joli témoignage.
Les parents peuvent se demander aussi quels sont les supports d'information que l'on peut mettre à disposition de leurs enfants, de leurs jeunes, surtout s'ils n'ont pas une envie délirante de passer 15 jours ou 3 mois à suivre des formations. Donc, comment est-ce qu'on peut les accompagner pour se renseigner et pour avoir des informations? On a des supports qui existent. Je pense que ce parcours documentaire en est un. Exact. Et c'est justement pour ça qu'il est produit. Je pense qu'il y a un vrai déficit de réponses pour ces jeunes qui souvent, de toute façon, si on leur parle pas, ils cherchent. Ils vont sur Internet, ils cherchent. Je pense que beaucoup m'ont dit moi j'attendais qu'il n'y ait personne à la maison pour fouiller dans la boîte de Zyprexa. J'ai regardé pourquoi c'était prescrit. J'ai compris que mon frère était schizophrène. Bon, le problème, c'est que du coup, ils se retrouvent avec une information qu'on ne leur a pas donnée, donc ils ne peuvent pas en parler. Donc oui, il faut ouvrir la discussion de façon... voilà, on traverse tous une situation de vie compliquée et on est tous concernés par cette situation. Merci. Puis pour aller dans le sens du début de réponse, c'est vrai que c'est pour ça qu'on a fait ce parcours documentaire ouvert à tous. Donc on a un compte Instagram, on a un lien YouTube, une chaîne YouTube faite justement pour que ça soit facilement accessible aux jeunes. Et au départ, l'origine du projet a été un questionnaire qu'on avait fait il y a donc 2 ans aux frères et sœurs pour savoir ce dont ils avaient besoin. Et c'est eux qui ont lancé l'idée d'un MOOC au départ. Donc, on répond vraiment à cette interrogation. On espère. J'ai juste vu passer dans le chat une phrase. La question du diagnostic me paraît centrale. Bien sûr qu'elle est centrale, mais là, l'idée, ce serait peut-être de s'adresser à des jeunes frères et sœurs, peut-être quand le diagnostic n'est pas encore clairement posé, en tout cas que le diagnostic ne peut pas être reçu par celui qui est malade, et donc il n'y a pas de diagnostic. Est-ce qu'il faut forcément un diagnostic pour s'occuper de ces jeunes qui sont présents dans cette phase prodromique de la maladie? Moi, je pense que non. Et on pourrait dire que les 2 dénominateurs communs qu'on retrouve dans ces situations partagées, c'est faire face à l'étrangeté et faire face à l'imprévisibilité. Voilà. Et ça suffit pour qu'on en parle. Parce que sinon, on exclut tous ceux qui n'ont pas accès au diagnostic. J'ai aussi une question pour Pierre cette fois. Enfin, je pense que Pierre peut nous aider à y répondre. C'est comment est-ce que les parents peuvent demander à leurs enfants qui vont bien d'accompagner et jusqu'à quel point peuvent-ils leur demander d'accompagner la personne malade, le frère ou la sœur malade? Alors, je ne sais pas si c'est pour moi la question. Non, mais ça fait partie du film. Non, mais quand les parents seront partis, c'est ça, seront décédés, c'est ça que tu veux dire. Oui. Assurer l'avenir, en fait, oui. Alors, je redirai ce que je pense moi, ce qui n'est pas du tout forcément. Je pense qu'en fait, on ne peut rien demander, en fait, d'une certaine manière, parce que l'enfant est voilà, le frère et la sœur, entre guillemets, bien portants. C'est un choix qu'il fera lui ou pas après, parce qu'en fait, il n'y a aucune, comme le redit aussi le parcours, en fait, autant il y a une obligation chez les parents de s'occuper de leurs enfants et chez les enfants éventuellement de s'occuper de leurs parents, il n'y a absolument aucune obligation entre frères et sœurs de s'aider les uns les autres. Donc les parents ne peuvent pas demander. Par contre, comme l'a expliqué Hélène, il est important qu'ils connaissent voilà, la situation. Il est important de les informer, de leur laisser la possibilité, effectivement, après, éventuellement,
de commencer à accompagner ou pas accompagner ou à aider. Donc c'est pour ça qu'il faut parler d'une manière ou d'une autre. Il faut parler entre soi, il faut parler de toute façon aussi, c'est parfois autour de soi. Enfin, parce que plus de tout, moi, je fais mon laïus à moi habituel. Plus on cesse de traiter ces maladies psychiques d'une certaine manière comme des maladies tabous et comme peut-être on traitait autrefois des maladies honteuses, etc., plus on les accepte dans l'ordinaire d'une certaine façon de la vie et du quotidien, même si elles sont extrêmement bouleversantes et parfois violentes, plus on a une chance qu'elles seront appréhendées de la meilleure façon, moins le regard de leur frère ou de leur sœur pèsera peut-être sur le frère et la sœur malades, puisqu'on en parle et qu'on sait, moins les parents se sentent aussi coupables éventuellement de ce qui arrive dans la famille. Voilà, il y a plein de choses comme ça, c'est peut-être un peu naïf ce que je dis, ou d'une certaine manière, ou je le dis de manière un peu expéditive, mais voilà. Donc, il faut parler. Et après, les enfants, les frères et les sœurs, il y en a qui ne s'occuperont pas du tout de leur voilà, qui ne s'y intéresseront pas, qui partiront, qui mèneront et c'est leur droit. Et il y en a d'autres qui se sentiront un peu plus voilà. Et comme ils sont au courant, comme ils ont été informés, et ben peut-être qu'ils se préparent et du coup ils se renseignent et ils trouvent aussi, comme ce parcours documentaire ou comme d'autres ressources qui existent et que voilà, ils peuvent se préparer à aider leurs frères et leurs sœurs, si tel est leur choix. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Ouais, peut-être préciser que dans le module 6, effectivement, où on aborde ce sujet avec un avocat, puisque c'est quand même important de rappeler la loi, tout simplement. Mais dans la discussion, les frères et sœurs qui étaient malades eux-mêmes rajoutaient à la question « est-ce que c'est ma place de l'aider ? Est-ce que c'est sa place de m'aider ?» Voilà. Ça questionnait aussi, vous voyez, dans les deux sens. D'accord. Ok. Écoutez, j'ai pas vu, en dehors d'une notion de culpabilité dans les questions qui apparaissent là maintenant au fil de l'eau, des questions vraiment différentes. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui nous demande comment faire pour rassurer et diminuer la culpabilité à la fois des parents mais des frères et sœurs aussi. J'ai pas vu de choses complètement nouvelles ou différentes, si ce n'est que par rapport aux questions que j'avais initialement. Mais par contre, on se demandait aussi comment techniquement les soignants pouvaient utiliser ce parcours documentaire. Donc ça, Valentine, peut-être que tu peux répondre sur le sujet. Donc, nous, notre objectif, c'est qu'il soit utilisé par le plus grand nombre et qu'il soit diffusé un maximum pour apporter le plus de réponses possibles et de soulagement possible aux fratries. Donc, faut pas hésiter à nous demander à l'association Promesse, et on est tout à fait ouvert pour mettre à disposition ou tout simplement utiliser le lien YouTube et le diffuser. Il est en libre accès, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de documents complémentaires, d'explications complémentaires, et on est tout à fait ouvert pour que ce parcours soit utilisé un maximum. Tu vois peut-être là dans le fil de l'eau les questions qui arrivent. Il y en a une à laquelle je pense qu'on avait un peu répondu tout à l'heure, mais c'est est-ce que ce parcours documentaire concerne essentiellement la schizophrénie? On est bien d'accord pour pour répondre, ou est-ce qu'on peut aussi dire que c'est valable pour la bipolarité, par exemple? Je te laisse répondre, Hélène. Oui, ce que je disais un peu tout à l'heure, moi, je pense que les jeunes frères et sœurs auxquels ce MOOC s'adresse n'ont pas forcément accès à un diagnostic, et le diagnostic n'est pas toujours posé. Donc, c'est pour ça qu'on tient au terme trouble psychique, parce que c'est suffisamment large, que je pense que c'est à chacun de voir si ce MOOC lui apporte quelque chose ou pas. Voilà. Oui. On a vu tout à l'heure l'épisode sur la relation fraternelle. Elle vaut pour toutes les situations en réalité, et puis la construction fraternelle même en dehors de troubles psychiques. Donc
Pour moi, effectivement, c'est pas fléché, même si chez Promesse, c'est vrai qu'on est plus orienté, on traite plus des problèmes de schizophrénie. Mais bon, voilà, ta réponse est... Donc, le temps passe, je vois, et on s'était dit qu'on ne déborderait pas d'une heure. Donc, j'aurais envie un peu de vous demander à vous trois, en conclusion, Pierre, pourquoi tu t'es engagé? Pourquoi, qu'est-ce que tu souhaites que ce parcours documentaire serve? Qu'il serve à quoi, en fait? Ah ben, je souhaite qu'ils servent à ceux qui en ont besoin, d'une part, c'est-à-dire Oui, ses frères et sœurs, et y compris, éventuellement d'ailleurs, c'est ce qu'a dit aussi Hélène au début, y compris d'ailleurs les frères entre guillemets concernés directement, c'est-à-dire les frères entre guillemets malades peuvent les regarder aussi parce que tout ça, ce dialogue et cet échange, eux aussi ils ont besoin parfois ils peuvent avoir envie de savoir ce qu'éprouvent leurs frères et sœurs bien importants. Donc je souhaite avant tout que moi je trouve qu'il était important parce que comme on l'a dit, il y a pas tellement, ça a été très longtemps un angle mort en fait de ces situations, la question des frères et sœurs. On sait que les parents, voilà, on a beaucoup d'éléments sur les personnes malades. Il y a eu beaucoup de fiction aussi, par exemple, sur les parents ou les familles. La question des frères et sœurs était un peu un angle un peu oublié. Enfin, les frères et sœurs entre guillemets bien importants étaient un angle oublié. Donc, je trouve ça très bien que c'est quelque chose qui émerge grâce en grande partie à Hélène aussi, enfin, avec la création des groupes de parole, frères et sœurs et des choses comme ça. Et je souhaite surtout que le film, voilà, et qu'il contribue, encore une fois de plus, à ce qu'on cesse de considérer les maladies psychiques comme une arrière-cour dans lequel il faut pas aller, il faut pas que ce soit dans les familles, voilà, il faut la mettre, voilà, que ça soit en lumière, que les gens puissent en parler et ne restent pas seuls, puisque comme l'a dit Hélène, le principal message de ce parcours, c'est que quand on est confronté à la maladie psychique, il ne faut pas rester seul et c'est très très important d'échanger, de rencontrer, de parler voilà. Et je toi, suis Hélène? Oh bah moi je rejoins complètement ce que dit Pierre. Voilà, je pense que effectivement, je trouve que moi, mon travail, en fait, a évolué sur... bon, ça fait 25 ans que je travaille un peu sur cette thématique, mais au début, j'étais beaucoup sur les frères et sœurs de, point d'interrogation. Et puis, de plus en plus, je me suis mis à écouter des personnes qui avaient des troubles en leur demandant de me parler de leur relation fraternelle. Et ben oui, il y a de la réciprocité dans la relation fraternelle et quand on est malade, on n'est pas qu'un malade, on est aussi un membre de sa famille. Et sur la question de après, quand les parents sont plus là, ben, en fait, c'est intéressant cette question de la réciprocité parce que si tu veux que je t'aide, il va falloir que tu m'aides à t'aider. Et donc, il va falloir qu'on s'entende en fait. Voilà. Et ça, je trouve que c'est très mobilisateur de retrouver de la réciprocité dans la relation. Et toi, Claire, quel a été ton objectif, si tu en avais un, et pour toi, ce parcours documentaire sera réussi s'il atteint quel objectif, en fait? Je dirais que mon objectif est, ouais, ce serait objectif atteint si j'entends moins, ou disons, si j'ai l'impression que les jeunes frères et sœurs se sentent moins seuls, en fait, qu'ils se sentent pas du tout isolés, qu'ils arrivent à trouver au moins des outils, des portes, en cherchant sur Internet, ou qu'on leur en parle, je ne sais pas, dans des CD ou je ne sais où, qu'ils aient des clés pour rencontrer d'autres personnes, pour avoir quelques billes, en fait, simplement. Une main tendue, en fait, vraiment. Voilà. Qu'en vous voyant, ils ne se sentent pas seuls. Exactement. Après, on a tous eu des parcours bien différents. Je pense qu'on décrit des témoignages tous très différents. Malgré tout, je pense qu'il y a une sincérité de témoignages et j'espère qu'ils arriveront à se retrouver ou à trouver quelques éléments qui leur donnent,
qui leur donne la sensation de ne pas être seul, en fait, tout simplement. Et que, voilà. Et je voulais juste aller un tout petit peu plus loin. D'abord, je voulais remercier encore aussi Hélène et Marie, parce que c'était vraiment une très, très grande richesse. Pierre aussi, parce que d'abord, pour ton film que j'avais vu et dans lequel je m'étais énormément identifiée et qui avait été très, très fort pour moi. Et un moyen aussi de peut-être d'aller aussi vers cette démarche de faire ce MOOC. Donc voilà, merci à Pierre aussi. Voilà, merci. Merci à vous trois. On a été très heureux de travailler avec vous. Et puis, il y en a d'autres qui sont pas là. Et on pense aussi à Marie Koenig qui n'est pas avec nous, mais on fera plein d'autres échanges avec elle. Et voilà, donc je pense que va vous mettre le lien pour accéder à cette chaîne YouTube. Donc, je vous le redis, tous les lundis, il y aura un nouvel épisode. Et de toute façon, ils seront en ligne, vous pourrez les revoir. Et puis, ce petit avant-première où on présente l'esprit du MOOC va être mis en replay sur notre site internet également. Et j'espère que ça apportera beaucoup de soulagement et de réponses à tous ceux qui en ont besoin. Voilà, et ben, je vous dis à très bientôt, en tout cas en ligne ou lors d'autres événements. Si. Merci. Au revoir.